Autour de la table, Bénédicte Tilloy. Salut Bénédicte, fondatrice notamment de Ask for the Moon, mais qui a l'immense mérite en ce moment d'avoir été DRH de la SNCF, c'est ça DRH de SNCF Réseau. Voilà, SNCF Réseau, et puis tu t'es occupé aussi de toute l'Île-de-France. Guy Mamoumani, salut Guy, coprésident, cofondateur du groupe Open, et Clément Aura, salut Clément. Salut Stéphane. Prof d'éco à Sciences Po et à Dauphine. Sorbonne. C'est ça. Je salue Jérôme Mathis qui, lui, est voilà, à Dauphine. C'est Jérôme. Voilà. Allons-y. Non, mais d'abord, question très ouverte sur les retraites. Allez, laissons de côté le débat, parce que je crois que tout a été dit. Peut-être sur la façon dont vous voyez là le sujet maintenant. C'est demain que commencent les mouvements de grève. On ira particulièrement sur la SNCF, évidemment, avec toi, Bénédicte. Mais avant ça, votre sentiment, on est dans une espèce de figure imposée. Voilà. Donc on va faire oh là là, quand ils sont foutus, les syndicats sont là. Et puis le texte va être voté. Et puis on se retrouvera dans 5 ans parce que finalement, cette réforme ne résout pas tous les problèmes qui auraient dû être résolus. C'est mon scénario. Voilà. Les dés ne sont pas jetés. Je me rappelle qu'en 1995... on a réussi à bloquer cette réforme. Et vraiment, si tu me demandes mon sentiment, moi je suis très inquiet. Je suis très inquiet parce que j'ai été totalement traumatisé par les manifs, les discussions de 95, et j'ai peur que ça recommence. D'accord. Et vraiment, on a vécu quand même, parce que je fais partie des gens qui ont un âge avancé maintenant, donc je peux en parler. Ça a été une période qui a duré je ne sais plus combien de semaines, et qui a été absolument catastrophique pour à tous les niveaux, personnel, professionnel, business, et j'espère que ça ne va pas se renouveler. D'accord. Alors après, tout est passé quand même, tu sais ça, Guy. En fait, l'histoire que les grèves de 95 ont bloqué la réforme, en fait, c'est un mythe. Ah oui ? Mais oui. En fait, tout est passé quand même. Mais après. Voilà. Absolument. Ça, Derrière. J'en avais discuté. Comment s'appelle cet ancien ministre qui est devenu maintenant entrepreneur ? Bon, ça me reviendra. Qui était dans le cabinet de Juppé à ce moment-là et qui m'avait expliqué. Non, finalement, tout est passé. Clément, tu penses aussi à quelque chose comme ça ? En fait, il y a 2 choses qui me surprennent un peu. C'est vrai qu'on constate que les gens, y compris ceux qui vraiment veulent être grévistes, qui s'annoncent comme grévistes, qu'ils soient fonctionnaires ou du secteur privé, ils sont à la fois assez enthousiastes à l'idée d'être et en même temps assez résignés. Je trouve ça un peu curieux. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression que de toute façon, ça va servir à rien. Donc, c'est un peu un premier paradoxe. Et deuxièmement, moi je trouve curieux qu'on ait oublié la précédente réforme des retraites, donc d'Édouard Philippe, qui était quand même tout sauf paramétrique. Le but c'était vraiment une refonte complète du système, c'était même assez technocratique, on va dire. Avec comment ça d'Édouard Philippe, enfin de Emmanuel Macron ? Édouard Philippe, lui, il n'en voulait pas de ce truc. Oui, mais c'est quand même lui qui l'apportait. Contrat forcé. Il l'apportait avec un flingue sur la tempe. Oui, non, bien sûr. Mais il s'était quand même très engagé. Il n'y aurait pas eu le Covid, normalement, elle aurait dû être adoptée. Et elle était quand même totalement différente de la réforme actuelle, qui finalement est pas, c'est vraiment une réforme purement paramétrique où on modifie, quelques paramètres. Et moi, je trouve ça curieux finalement qu'on se dise pas, mais pourquoi est-ce que on a soudainement en quelques années refusé l'idée ou renoncé à l'idée d'une refonte, quelle qu'il soit, de l'ensemble des régimes? Et voilà, c'est les 2 paradoxes, la résignation de ceux qui pourtant veulent aller manifester et le fait que finalement, on se dit que la seule réforme des retraites possible, c'est des ajustements de paramètres. La réforme Macron-Philippe Delevoye, voilà, on va l'appeler comme ça. Oui, c'est ça, voilà. Celle-là, la CFDT la soutenait. Oui. Voilà, la CFDT était derrière, effectivement, cette réforme. Il y avait un débat assez avancé. Réforme à point. Bien sûr. La réforme à point avec des points d'entrée, points de sortie. Chaque euro cotisé donnera droit au même droit. C'était un slogan magnifique. Tout à fait. Bénédicte, avant de rentrer sur la SNCF. Je trouve qu'il y a un mauvais vent qui souffle. C'est-à-dire que je suis d'accord sur le fait que les gens pensent que c'est plié. Et en même temps, ils veulent en découdre. Et c'est devenu un prétexte, c'est devenu un chiffon rouge. C'est jamais bon quand on voit les gens... Donc toi, tu as peur d'un truc mode gilet jaune, alors ? Ouais, un peu. Guy a peur d'un truc mode 95, toi, tu as peur d'un truc mode gilet jaune ? Moi, j'ai peur d'un truc qui, en fait, soit un déversoir de mauvaise humeur, dont on ne sait pas comment on l'arrête, parce que finalement, la réforme en tant que telle, elle est pliée. Et donc, il n'y a pas d'enjeu de négociation sur le fond de la réforme. Et engager une espèce de lutte sociale, quel que soit le nom qu'on lui donne, sans avoir 2-3 bricoles à négocier, c'est toujours très mauvais signe. C'est toujours très difficile parce qu'on sait... Il y a un petit truc à négocier sur les carrières longues.
peut-être, mais c'est... En gros, ceux qui commencent à 18 ans vont devoir cotiser 44 ans au lieu de 43. Enfin, nous, 43, enfin, voilà, eux, 44. Bon, voilà, donc il y a un petit truc à négocier. La question, c'est est-ce que c'est à l'échelle, tu vois ? C'est-à-dire, est-ce que c'est à l'échelle de la mauvaise humeur ? Il y a, dans la tête des Français, il y a l'idée que, il faut le faire, et en même temps, c'est injuste. Et ça, c'est quand même très embêtant. Oui, moi, juste pour rebondir, ce qui me surprend beaucoup, c'est l'angle en fait d'attaque qui a été pris, qui n'était pas du tout le même, ni lors de la réforme Touraine, dont on n'avait pas du tout parlé, ou très peu finalement, qui était donc la réforme précédente, beaucoup moins avec la réforme Macron-Philippe, qui est celui de la mort d'une partie de la population à l'âge de 64 ans. Et moi, que ce soit dans les émissions de télé, c'était sur Quotidien encore cette semaine, Libération, Alternative économique, voilà. Évidemment, c'est un peu plus orienté, mais tous, ils nous mettent ce graphique sous les yeux en disant attention, à 64 ans, il y a déjà un quart des Français les plus pauvres. C'est une aberration, ce truc. Voilà. C'est totalement biaisé. Exactement. Mais on nous répète ce chiffre, et comme on disait hors plateau à l'instant, une information qui circule comme ça devient progressivement une sorte de fait, comme si un quart, un tiers, pourquoi pas la moitié donc des Français étaient déjà morts à 64 ans pour les plus défavorisés. Et effectivement, ça transforme cet enjeu de réforme des retraites en une sorte de lutte des classes. Et moi, j'ai même des collègues, qui en plus, je le dis aussi en tant que prof université, on n'a pas le métier le plus pénible au monde, ni en termes d'horaires, de vacances, etc. Mais qui nous ont dit, en discutant entre nous, cette réforme, c'est une réforme de classe, et là, Macron, il me renvoie à ma race, la race des pauvres. Moi, j'ai une collègue qui m'a sorti... Prof d'université. Oui, c'est ça. En disant, oui, mais j'ai commencé à travailler plus bon. Donc c'est vrai que c'est, à mon avis, un angle un peu particulier, non seulement celui des inégalités sociales, mais avec un angle spécial qui est celui de la mort à l'âge... Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau. Enfin, moi, on voit rarement, je trouve, une réforme où on dit, cette réforme, attention, elle est très inégalitaire parce qu'elle va... conduire à ce que ceux qui sont déjà morts cotisent sans jamais avoir droit à la retraite derrière. Ceux qui sont déjà morts cotisent, non. Non, ceux qui sont morts, ceux qui cotisent vont mourir, auront cotisé sans bénéficier. Voilà. Sinon, non, ils peuvent voter. Accessoirement, ceux qui sont morts, mais cotisés, c'est compliqué. Et j'ai même vu un économiste, donc plutôt hétérodoxe, dire finalement Macron, c'est Bismarck aujourd'hui. La fameuse phrase de Bismarck, lorsqu'il crée les systèmes de retraite, disant mais à quel âge meurent les ouvriers ? 65 ans. Eh bien, mettons une retraite à 65 ans. Sur le trait d'humour, de manière grinçante, c'est quelque chose qui est réapparu dans le débat aujourd'hui. Avec ce fameux chiffre, 25% des plus pauvres sont morts à 64 ans. Comme de LFI, finalement, oui, qui a trouvé cet angle. Parce qu'ils n'ont pas réussi à, on va dire, contrecarrer les arguments rationnels et qui sont allés trouver un angle qui fait mouche. Je sais pas. Mais ça peut être. Mais je sais pas. C'est repris. Les gens voient bien. Mais enfin, les gens voient bien autour d'eux, partout dans leur famille, que les gens sont pas morts à 65 ans. Mais tu vois. Enfin, je veux dire, chacun sait que l'espérance de vie, elle est au-delà de 80. Enfin, franchement, là, je sais pas s'il fait mouche cet argument. Il fait mouche sur les plateaux de télé, dans les émissions à la con. Mais c'est plus un sujet. C'est plus un sujet technique du tout. C'est-à-dire. Ah non, je suis d'accord. C'est devenu un sujet immensément politique. Depuis le début. Et encore plus cette fois-ci, parce que comme tout a déjà été dit, comme tu l'as dit, c'est devenu un enjeu politique de se compter. D'ailleurs, il y a une petite querelle qui va prendre le lead sur le sujet entre les organisations politiques et les organisations syndicales. On voit bien qu'elles sont alignées sur le slogan, mais pas alignées sur la prise de responsabilité là-dessus. Donc, non, c'est pas très bon signe, je trouve. Mais j'aime bien ce que tu dis, effectivement, je vais le résumer, tu dis il n'y a pas de but de guerre. Non. C'est toujours compliqué. Poutine en sait quelque chose. Oui. Quand tu es dans une offensive, que tu n'as pas de but de guerre et que tu te retrouves, comment l'arrêter ? En fait, c'est le problème tous les gens qui négocient savent que lorsque les choses sont pliées, il y a de la radicalité à la clé. Oui, c'est une phrase qu'on dit beaucoup. Alors moi, dans ma tête, elle est attribuée à Staline, mais je pense que tous ceux qui ont négocié là, c'est quelque chose qu'on pourra leur céder. Il faut toujours avoir en main quelque chose à céder. En fait, il faut donner le maximum de choses avant pour éviter et garder des choses pour que la négociation, en fait, soit possible. Ouais. Sinon, ça devient, en fait, une bataille pour l'honneur. Ouais. Et les batailles pour l'honneur, on ne sait jamais qui les gagne. Pas mal, hein ? On va rester là. Hein, ça fait réfléchir. Hein. Non, juste pour... parce que quand même, depuis 1995, tu as eu 2010, donc la réforme Woerth. Tu as quand même 4 fois des mobilisations au-dessus du million.
Et le 12 octobre, tu as 3,5 millions de personnes dans la rue quand même. Et ça s'est voté quand même. Hein, donc, voilà. Et effectivement, ajouter que, parce que je ne l'ai pas assez dit, l'équilibre à 2035 n'est garanti donc, par Bercy, par ceux qui font la réforme, qu'avec un taux de chômage à 4,5% et une productivité en hausse de 1% par an. Ce qui n'est pas gagné. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. La SNCF, Bénédicte, parce que là-dessus, pour aller dans ton sens sur l'idée d'un truc qui pourrait devenir un peu ingérable, il y a eu donc l'histoire de Noël, les contrôleurs qui échappent à tout contrôle. Oui, les contrôleurs, c'est une population déjà particulière à la SNCF, c'est des nomades à l'intérieur d'un métier qui est un métier plutôt sédentaire. Il y a 2 populations nomades à la SNCF, il y a les conducteurs et les contrôleurs. Les contrôleurs, ils exercent leur métier au milieu des foules, dans un train qui bouge toute la journée. Et donc je pense que la période Covid, ils l'ont ressenti sans doute comme une période plus compliquée que les autres, un peu comme les gens qui étaient en première ligne, tout à fait d'accord. Sans avoir été reconnus en tant que tels, parce que les infirmières font davantage pleurer que les contrôleurs. Et de manière relative, les conditions d'exercice de leur métier sont devenues plus difficiles comparées à leurs collègues qui ont pu faire des réunions depuis leur bureau, depuis leur salle à manger et qui ont obtenu le télétravail. Donc en fait, les conditions de travail, c'est jamais qu'une fin en soi, c'est une fin en soi comparée à celle des autres. Et donc leur métier, ils l'ont vécu comme plus pénible, en même temps qu'ils ont été progressivement mélangés avec les autres. Or, ils se revendiquent comme une classe, une race à part. Hein. Ils s'appellent les roulants roulés. Enfin, en tout cas, moi, je me rappelle quand je les dirigeais, c'est comme ça qu'ils se prétendaient, qu'on les regardait. Et donc, c'est une population qui est toujours un peu irritée. Donc, et là, avec des organisations syndicales qui sont devenues beaucoup plus institutionnelles, enfin, le dialogue social est devenu de plus en plus institutionnel parce que il y a plus les CHSCT, les DP. Alors, j'ai un chiffre, mais tu vas me le confirmer. La création des CSE, donc, qui rassemble tout ça, a fait disparaître 70% des délégués du personnel. Oui. À la SNCF, 70%. Et d'ailleurs... Ce qui en creux veut dire qu'ils étaient beaucoup quand même. Tu as raison, ils étaient beaucoup. Mais 2, ils s'étaient un peu répartis les responsabilités, ce qui fait que, d'une certaine manière, tout le monde avait quelqu'un... Il y avait un point de contact. ...qui était capable de le défendre. Et on sait ce que ça veut dire. Les corps intermédiaires, ça a toujours de la valeur. Hein. Surtout, comme tu le dis très justement, pour des gens qui sont nomades. Il faut des points de contact partout. Il faut des points de contact. Hein. Juste pour... je me rappelle à l'époque, je ne pense pas que ça ait beaucoup changé, mais ils ont 80% des questions des clients et ils ont 20% des réponses potentielles immédiatement. Donc, ils ont un métier qui n'est pas simple. Et donc, mais ils sont un peu différents des autres. Pour les organisations syndicales, c'est pas forcément une population si facile que ça. Et là, ils se sont retrouvés tout seuls, entre eux, avec le sentiment de ne pas être bien traités. Et donc, ils montaient cette coordination. Et voilà, et avec le succès de la mobilisation, ils ont mis le bazar. Et c'était la première fois, je crois, à part 95, où... Noël était entre guillemets un jour de grève, parce que c'est quand même Mais pour toi, c'est un précédent. Oui. Qui va faire des petits. Oui. Ce que j'ai trouvé important, c'est que ils sont allés voir les organisations syndicales uniquement pour avoir l'accès en fait au préavis de grève. On a bien compris ça. Mais ils n'avaient pas du tout envie d'être représentés ensuite dans la négociation, ce qui l'a rendu si difficile à clôturer d'ailleurs. 2, ils avaient des revendications qui étaient très catégorielles, mais très de reconnaissance des conditions d'exercice de leur métier. Et je sais qu'ils ont obtenu la création d'une direction particulière telle qu'elle existait il y a 20 ans et qu'elle avait progressivement été un peu dissoute dans le reste de l'entreprise. Donc ils ont obtenu quelque chose aujourd'hui, mais je suis convaincue du fait que c'est un peu un raisonnement... gilet jaune, et que d'autres populations à l'intérieur de l'entreprise peuvent leur avoir envie de leur emboîter le pas. Avec ce risque, quand même, je vous ai envoyé là, le petit point de vue d'Erwan Tison qui vient nous voir régulièrement, qui dit à jouer avec le feu comme ça, ils vont accélérer l'ouverture à la concurrence, et qui donnait quelques chiffres sur ce qui se passe avec Trenitalia. Donc là où effectivement ils sont installés, le trajet Lyon-Paris, donc enquête réalisée par Trainline, qui vend les billets.
Les prix ont baissé de 8% sur la portion donc Lyon-Paris et de 17% sur les voyages Paris-Milan. Le tout avec un volume de passagers en constante augmentation, plus 172% et plus 291% sur un an. Le contrefactuel est intéressant à observer, dit Erwan. Les billets sur les lignes SNCF non soumises à la concurrence ont vu dans le même temps les prix augmenter de 6% pour un Paris-Bordeaux à 16% pour un Paris-Lille. Ouais. Et c'est vrai que là, l'ensemble de ceux qui sont sur Paris-Lyon, ils avaient des trains italiens et ils n'avaient plus de SNCF. Et ça tire, alors, ceci dit, ça tire les prix vers le bas. Sur une infrastructure qui ne s'est pas développée. C'est-à-dire que sur la ligne Paris-Lyon, elle était déjà saturée. Le législateur a obligé la SNCF à donner des sillons à des concurrents. Et donc, ça tire le revenu moyen de cette ligne par le bas. Or, on aurait besoin, en fait, de régénérer des infrastructures dans l'ensemble de du pays. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour les voyageurs à court terme? Oui. Si tu as 291 passagers en plus, je pense que le volume te rattrape quand même la baisse de prix relative, non? Le volume par train, mais tu ne peux pas se faire circuler davantage de trains. Ouais, mais tu as le volume par train. Oui, mais c'est des lignes qui sont saturées dans la pointe. Ouais, dans la pointe. Bon. Donc tu les remplis ailleurs. Enfin, en tout cas, tu as une augmentation de plus de 200%, quoi. Donc, ils sont montés dans le train, en tout cas. Enfin, en tout cas, ils ont acheté un billet. En tout cas, ils ont acheté un billet. Bon, on n'est pas... Enfin, on en a déjà... on a déjà parlé. On en parlait. On n'est pas dans le monde des télécoms où l'ouverture à la concurrence, c'était accompagné d'une explosion, en fait, des usages. On n'est pas dans la même situation. On est d'accord. Tu as dit c'est la dinette de la concurrence. On joue à la concurrence avec les trains. Vous avez un commentaire là-dessus? Vas-y, mon cher Guy. Qui ne vous surprendra pas, que je trouve qu'il n'a pas été très mis en évidence, c'est le rôle des réseaux sociaux dans cette affaire, et qui démontre que la révolution numérique, qui a déjà cassé quasiment tous les codes du temps, des distances, de la propriété, de l'emploi, va casser aussi les partenaires sociaux. Et je crois qu'il devrait se poser des questions, de voir comment il y aura une disruption de ce qu'est un syndicat, y compris maintenant. Bien sûr. Je ne crois pas si bien dire, il y a 10 ans, enfin il n'y a pas tout à fait 10 ans, alors que j'avais des revendications qui étaient « arrêtons le numérique », enfin, ce qui paraissait assez étrange. Arrêtons la marée. Arrêtons la marée. J'avais proposé, et on l'avait fait, ça s'était d'ailleurs déroulé à Sciences Po, on avait monté ce que j'avais appelé à l'époque, avec la CFDT d'ailleurs, un Digilab social, et on faisait réfléchir ensemble les organisations syndicales, les managers, les dirigeants, les salariés sur, à l'ère numérique, que devient le dialogue social, qui s'empare finalement du numérique pour améliorer la relation. Est-ce que les organisations syndicales veulent prendre des initiatives? Parce que quand tu distribues un tract à la sortie de l'usine, est-ce que tu fais la même chose sur les réseaux sociaux ou pas? Et je me souviens qu'on écoutait des conférenciers avant d'entamer nos travaux. Il y avait une impression de leur part qu'ils avaient peut-être un rôle à jouer, mais que la remise en question des pratiques allait être absolument considérable et sans doute supérieure à celle, finalement, que les directions d'entreprise étaient en train d'engager. Et le jour où j'ai donné à tous les membres du CSE, à l'époque le CE, une tablette numérique pour suivre, en fait, tous les travaux du CE, dans un premier temps, la première réaction que j'ai eue, c'était « Vous êtes en train de nous acheter avec des babioles, comme à l'époque coloniale ». Ça m'avait affligée, parce que je m'étais dit, en fait, ils n'ont pas encore mesuré jusqu'où la révolution numérique, effectivement, va remettre en question toutes ces questions de dialogue. Et en fait, elle va distribuer la parole, et donc, alors qu'ils ont l'habitude, en fait, de la concentrer et de se considérer comme le seul interlocuteur des DRH, par exemple. De toute façon, le numérique, on en avait souvent parlé ici, c'est vraiment le royaume de l'horizontalité. Tout le monde devient... Voilà. Et donc, toute forme d'organisation verticale, ce qui est vrai aussi pour les partis politiques, toute forme d'organisation verticale ne peut être que confrontée à cette difficulté. Mais ce qui est curieux, c'est que finalement, les syndicats, s'il ne leur restait pas quelques acquis du système paritaire, mais il est possible que dans quelques années, vu notre tradition syndicale quand même beaucoup plus faible en France que dans d'autres pays, il en reste soit pas grand-chose, soit plutôt la création de mouvements temporaires, effectivement, qui, de manière très éphémère, disparaissent ensuite. En tout cas, mais ils sont pour l'instant irréfragables. Voilà, exactement. Ce mot magnifique, irréfragable, qui veut dire qui ne peut être contesté. Irréfragable. Il y a un verbe
qui a été créé pour dire ce qui va leur arriver, c'est le verbe kodakiser. C'est-à-dire que l'entreprise Kodak, refusant l'arrivée de l'appareil photo numérique pour des questions de rentabilité de leur pellicule, etc., eh bien, a disparu 6 mois plus tard. Donc là encore, c'est un nouvel exemple. Moi, c'est vraiment mon régal de regarder ça, d'observer ça. Encore un exemple de résistance à la révolution numérique, et ils se feront mais tu vois, en fait, la question c'est quels sont les changements en fait sur lesquels ils peuvent être en première ligne et sur lesquels ils pourraient attraper une nouvelle génération. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les réunions syndicales, c'est quand même des têtes blanches. C'est-à-dire que ils ont peu de très jeunes dans leur rang. Et ils pourraient s'emparer des questions écologiques. Et en l'occurrence, s'ils sont mal à l'aise avec les questions écologiques, ils ne les prennent pas. Donc c'est assez cruel, parce que finalement, ils sont héritiers d'une tradition. Ça vient confronter le productivisme communiste de base, c'est-à-dire qui fait d'ailleurs que les seuls syndicats avec lesquels je puisse discuter, moi, c'est ceux de la CGT Mines-Énergie, parce que c'est les seuls qui sont encore dans l'idée produire. Voilà. Et qui ont encore... L'acier ne ment pas. Peut-être pas pour très longtemps, puisque tu le disais, avec les réseaux sociaux, ça a beaucoup disparu, puis avec le télétravail aussi, la main sur les endroits stratégiques où on peut encore bloquer le pays. C'est-à-dire on peut encore bloquer le pays par les raffineries, par les transports, de moins en moins. On ne le bloque plus à la poste. Donc il y a peu d'endroits dans lesquels, en fait, on doit allouer des ressources syndicales quand on est syndicat. Vas-y, parce que... Juste un dernier mot, juste pour dire qu'on se serait attendu à ce que Emmanuel Macron, président de la République, connaissant tous ces enjeux, mette en place une réflexion sur un nouveau cadre social, fiscal, syndical, venant accompagner la révolution numérique. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de quatrième... Mais il l'a fait. Non, mais il l'a fait. Mais il l'a fait. Mais bien sûr que si. Tu as dans ce qu'on a appelé à un moment le Barnum El Khomri, donc l'ensemble qu'on a tous oublié maintenant, tu as aujourd'hui des syndicats qui sont soumis aux élections. Et donc, mais normalement, ça doit tout changer. Il se trouve que tout le monde s'en fout et que ça ne change rien. Non, mais c'est voilà. Non, je suis d'accord, mais je ne parlais pas de ça. Je veux dire que de la même façon qu'aujourd'hui, on réfléchit à une industrie du futur, on ne peut pas réfléchir à la révolution numérique avec le cadre social issu de la révolution industrielle. Alors attends, justement, dans ce cadre-là, je vais te donner, parce que je ne les ai pas encore donnés, c'est quand même des chiffres super intéressants que nous a envoyé France Stratégie sur les 10 ans de la fibre. Donc ça fait 10 ans, lancé par François Hollande, comme quoi, quand même. 36 milliards d'euros d'investissement, alors c'est un tiers public, 2 tiers privés, 36 milliards d'euros d'investissement. 99% des foyers et des entreprises françaises sont aujourd'hui éligibles à la fibre. 46% des Français accèdent à Internet via la fibre. Et donc, effet sur l'économie française qui sont là, dynamique entrepreneuriale, dit France Stratégie, le nombre de demandeurs d'emploi baisse de 1% en moyenne dans les territoires nouvellement couverts. Et c'est peut-être d'ailleurs, je me disais, une explication au beau chiffre de l'emploi qu'on a quand même un peu du mal à expliquer, qu'on explique par une baisse de la productivité. Mais l'idée d'un nouveau dynamisme, parce qu'en fait, ce sont très souvent des auto-entrepreneurs qui se lancent grâce à la fibre et grâce au digital, ce nouveau dynamisme-là, je ne l'avais encore jamais vu en avant. Je termine. Augmentation de la valeur de l'immobilier, ok. Et surtout, donc, modernisation des entreprises. L'arrivée de la fibre multiplie par 1,3 l'utilisation du cloud et par 1,5 l'utilisation des CRM. Et augmentation de 7% de la valeur ajoutée dans le secteur marchand avec l'arrivée de la fibre. C'est magnifique quand même, tout ça. Voilà. Je pense que le syndicat que je présidais à l'époque a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et on peut s'en réjouir. Mais il y a une chose qui est totalement oubliée là-dedans, c'est l'acculturation. L'éducation, la formation. Si vous avez une magnifique autoroute et que vous ne savez pas conduire une voiture à 130 à l'heure, eh bien, ça ne sert à rien. Et il fallait accompagner ces infrastructures d'un plan absolument massif d'éducation et d'acculturation. Je rappelle, malheureusement, j'aime pas le faire moi-même, mais c'est quand même une façon de montrer mon réalisme, qu'il y a 13 millions de Français qui ne sont pas dans cet environnement. Attends, il y a pire. 41% des entreprises n'envisagent pas de basculer vers la fibre. Ben voilà. Donc,
Toujours dans le rapport de France Stratégie, merci qui est à vraiment France super Num, intéressant. France Num, que je cite régulièrement, qui fait le travail d'acculturation des chefs d'entreprise, des PME, parce que notre problème, c'est sur les PME. C'est ce que dit France Stratégie. Ouais. Oui. L'infrastructure seule ne suffit pas, il faut un accompagnement par l'écosystème. Vous êtes en phase. Voilà. Exactement. Clément? Oui, en fait, je suis très surpris de la corrélation du chiffre. J'ai pas regardé ce rapport de France Stratégie entre la fibre et l'emploi. T'as vu ça? Je suis surpris, effectivement. Par des Par des auto-entrepreneurs. Ouais, et voilà, ils disent ça par c'est un moteur d'entrepreneuriat, dit France Stratégie. Non, c'est pas étonnant, mais c'est vrai Et tu as une baisse du chômage de 1%. Oui, super. Le chiffre est quand même impressionnant. Parce que 1%, ça fait quand même. Oui. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et tu te retrouves quand même avec un petit élément d'explication là qui me rassure un peu plus que la baisse de la productivité sur l'idée que notre chômage baisse plus vite que n'augmente le PIB, qui était quand même un problème. Et donc voilà. Et alors, c'est un peu technique, mais enfin, on est sur Bismart, donc j'ai aucun problème. Mais 1,5 d'utilisation du CRM en plus, c'est les boîtes plus efficaces. Voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. Bien, on marque une pause et on va continuer avec ChatGPT.